Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. Un centre de rétention administrative, c'est une prison pour les personnes qui sont en situation irrégulière et qui sont sous le coup d'une mesure d'éloignement. Donc l'administration décide d'enfermer ces personnes pour préparer leur expulsion. On l'appelle dans notre jargon un CRA, c'est beaucoup plus court et beaucoup plus simple à comprendre. Je m'appelle Sonia, j'ai 36 ans et j'ai été intervenante pendant 7 ans au sein du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot. Le CRA du Mesnil-Amelot est spécifique dans la mesure où c'est le plus gros CRA de France, qui est situé en région parisienne, au pied des pistes de l'aéroport de Roissy. Ça crée vraiment une angoisse très très forte. La proximité des avions, en fait, ça rappelle aux personnes le destin inéluctable qui s'offre à eux. Dernier recours. Une série documentaire de Noé Pignède, réalisée par Samuel Hirsch. Épisode 1. Le CRA, c'est une cage. On a décidé d'enregistrer au sein du centre de rétention pour dénoncer les conditions d'enfermement, pour faire sortir la parole des personnes qui sont retenues, expliquer un peu quels sont les profils qui sont enfermés. On a enregistré de manière assez informelle. Voilà. Et là, ils m'entendent ? Là, normalement, on vous entend. Attendez, je vais regarder. On a, nous, dissimulé le micro dans un carton, sous une pile de livres. Ah bah, allez-y, parlez. Là, vous m'entendez ? Ouais, normalement, c'est bon. Et on le fait discrètement parce qu'il ne faut pas que la police le sache. La police aux frontières n'aurait pas accepté qu'on enregistre parce qu'il y a quand même une volonté délibérée de ne pas visibiliser en fait les conditions d'enfermement et ce qui se passe dans les centres de rétention. Il y a des zones hommes. Dans certains CRA, il y a aussi des zones femmes. Donc au Mesnil-Amelot, il y a une zone femme qui a été là fermée le temps des JO 2024. Mais du coup, il y a une majorité d'hommes. Merci beaucoup, madame. Pas de souci, monsieur. C'est quoi votre prénom, madame ? Manon. Enchanté, Manon. Je ne vais plus oublier votre prénom. Je m'appelle Manon, j'ai 30 ans. J'étais intervenante au centre de rétention du Mesnil-Amelot. J'ai été intervenante en centre de rétention pendant quasiment 2 ans, dont 8 ou 9 mois au Mesnil-Amelot. Oui, allô ? Oui, bonjour. Bonjour, je vous dérange, peut-être c'est la CIMAD au centre de rétention. Ouais, ok. Je me permets, je suis avec votre frère. Au CRA du Mesnil-Amelot, il y a 240 places. On est 10 intervenants de la CIMAD à y travailler. Et en tout, je dirais qu'il y a environ 300 personnes qui y travaillent. La CIMAD, c'est une association de défense des droits des étrangers. Elle a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale pour venir en aide aux déplacés pendant la guerre. Et aujourd'hui, elle est présente dans les centres de rétention. Notre mission, c'était d'apporter une aide et un soutien juridique aux personnes qui sont enfermées dans le centre. On a décidé d'enregistrer dans le centre de rétention, malgré les risques que ça comportait, parce que la CIMAD a décidé de partir du CRA du Mesnil-Amelot. Ce qu'on a fait là, c'est inédit parce que, pour une fois dans les centres de rétention, les gens ne parlent pas sous la contrainte. Ben là, je ne mérite pas de partir quand même. 2 fois, on m'a arrêté ici, j'ai pas fait des conneries. On me ramène encore 3e fois ici alors que j'ai rien fait. Là, j'en ai marre, j'ai donné mon passeport, je prends le vol demain. Mais je suis vraiment déçu, quoi. Je vois pas la loi de liberté, égalité, fraternité, je la vois pas. Alors, dans un centre de rétention, il y a donc les retenus, nous, la police aux frontières, une unité médicale avec un médecin qui est là un jour sur 2 et des infirmières, et l'OFII, l'Office français d'intégration et de l'immigration. En fait, on est les seuls à ne pas représenter l'État dans le centre de rétention. Pour la visite, les horaires, c'est de 9h à 11h45.
et de 14h à 17h45. Ouais, bien sûr, vous pouvez amener des choses. Alors, juste sur la nourriture, ils sont un peu relous. Donc, il faut amener des choses. Soit vous lui amenez un truc fait maison ou quoi, mais il le mange pendant la visite avec vous. Vous mangez ensemble. Mais sinon, pour des choses qu'il peut garder, ça doit être des choses fermées. Ok ? Bah, je vous le passe comme ça, vous pouvez lui dire bonjour. Merci beaucoup. Hein. N'hésitez pas à me rappeler si vous avez des questions. Merci, madame. Au revoir. Merci. Allô. Ça va, tu vas bien? En fait, si tu peux me juste un pantalon, il me faut pas beaucoup de trucs ici. Les gens, ils volent tout le monde ici. Vu que c'est ouvert, tout ça. En fait, hier, j'ai posé mes vêtements et tout. Et je suis parti pour... Quand je t'ai dit, j'allais te rappeler, là. Je suis parti pour signer des papiers. En fait, ils sont rentrés. Ben, ils ont pris tout ce que j'avais, le peu que j'avais dans le truc. Et ils m'ont tout pris. Donc, je sais pas si c'est qui, tu vois. Ouais, taille S, non. Ou L. Ouais. Un pantalon et un haut, c'est tout. Ouais. Parce que si je prends trop de trucs, ça y est, ils vont tout prendre. Ouais. Vas-y, ça marche. Passe le bonjour à papa de ma part. Moi, ce qui m'a frappée quand j'ai commencé à travailler au centre de rétention, c'était le manque de lumière. C'est très sombre, il y a très peu de fenêtres, elles sont toutes petites. Ce sont des bâtiments qui sont très froids, tout est carrelé, c'est assez vétuste, hein, donc il y a quand même une ambiance assez glauque. C'est une cage, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Moi, j'ai pas de balai, on n'a même pas une pelle pour ramasser ou pour passer le balai, il n'y a rien dedans. Y a rien. Ce matin, la douche, elle était froide, et c'est sale, c'est insalubre. C'est très sale. Ça pue. En général, c'est des cellules qui sont partagées à 2 personnes qui sont dans un bâtiment. Et puis, le bâtiment, en général, il y a une cour, mais qui est encagée. Donc, c'est pas vraiment une cour. Les personnes, elles ont même pas le droit d'avoir un déodorant, d'avoir du shampoing, du savon. Il y a des fontaines pour que les personnes puissent boire. Et puis, en fait, les fontaines marchent pas. Assez régulièrement, l'eau est impropre à la consommation. Donc, en fait, l'administration leur donne 2 bouteilles par jour. Enfin, c'est 1 litre par jour, c'est pas assez, quoi. Vous avez du sucre? Du sucre Ah, mais non, j'en ai plus. Je suis en demain. Promis. Il n'y a aucune occupation, même pas, il n'y a pas de bouquin, enfin il y a une télé, puis souvent la télé marche pas, il n'y a pas de télécommande. C'est des plateaux repas en fait qui sont donnés par des entreprises qui fournissent notamment les hôpitaux. Souvent les gens nous disent en fait là je suis là depuis 2 mois, j'ai perdu 10 kilos, il n'y a pas d'adaptation, c'est pas halal, il n'y a pas de plateau repas végétarien. Puis en fait c'est dégueulasse, voilà, personne n'a envie de bouffer ça. يلا مش نقول لك تعال مدام سونيا طبعا. Allez. Tu comprends l'arabe مدام سونيا non? J'ai pris un peu d'écran, تكوني كلمة الحبة كنت وحشتك سي بور سا تبعك. يلا الله يلفيرك باي باي ان شاء الله. 14 jours معي Merci beaucoup, madame Sonia. Madame Sonia, toi, comme ma sœur. Voilà, la petite ma sœur. Les retenus, ils nous voient un peu comme le dernier espoir, en fait, parce qu'ils arrivent en bout de parcours. C'est des personnes qui sont souvent là depuis longtemps, mais qui, là, se retrouvent sous le coup d'une mesure d'éloignement. C'est le vocabulaire du ministère éloignement. De dire on est éloigné, c'est plus sympa que de dire on vous expulse. Mais c'est un euphémisme, volontairement. On s'est aussi fait beaucoup taper sur les doigts quand on parlait d'expulsion ou de déportation, en fait, parce que c'est le cas, finalement. Je comprends rien qu'il m'a donné un QTF. C'est quoi un QTF? Eh oui, ok. Alors, une OQTF, c'est donc une décision que prend un préfet, donc une autorité administrative française, qui vous oblige à quitter le territoire français. On est placé en CRA quand on fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Donc, dans la grande majorité des cas, ces mesures d'éloignement, c'est des OQTF, des obligations de quitter le territoire français, dont on entend beaucoup parler. Contrairement à ce qu'on entend beaucoup, les personnes qui font l'objet d'OQTF ne sont pas toutes des sortants de prison. C'est loin d'être la majorité. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont là suite à un contrôle d'identité. Donc c'est des personnes qui vont au travail, qui rentrent chez elles le soir et qui, soit elles sont pas en règle, soit elles n'ont pas leurs papiers sur elles. Et dans ce cas-là, elles peuvent se retrouver au CRA. Je m'appelle M. Abel Mansour Mohamed.
Je suis né le 1-1-1970. Je suis arrivé en France le 5-5-90. En 91, j'ai eu mon premier bébé, j'ai eu ma première carte séjour. J'ai travaillé pendant 15 ans ici en France. J'ai 5 enfants. J'aimerais bien comprendre pourquoi briser les familles comme ça. J'aime la France et j'aime les Français, j'ai toujours travaillé avec eux. 15 ans de travail et à la fin, tu deviens vieux, tu dégages dans ton pays. Pour quelle raison? En fait, on peut faire un recours contre une OQTF globalement dans les 48 heures, à partir du moment où on fait signer l'OQTF à la personne. Donc on avait quand même pas mal de retenues qui arrivaient et il était trop tard pour faire un recours contre l'OQTF. Donc en fait, on pouvait juste faire un recours contre le placement en rétention, mais l'OQTF, on pouvait plus rien y faire, quoi. En termes de résultats, j'ai pas de chiffres, mais j'ai l'impression que c'était... Quand j'ai commencé, j'avais l'impression qu'il y avait plus souvent des victoires devant le tribunal. Et là, ces derniers temps, c'était quand même très rare qu'il y ait des annulations d'OQTF. Les gens, ils comprennent en général pas la raison pour laquelle ils sont en centre de rétention. Parce que la plupart du temps, les personnes qui sont enfermées dans les centres de rétention, elles sont en France depuis extrêmement longtemps. Elles ont de la famille en France, les enfants sont scolarisés. Les personnes ont régulièrement un travail et du coup, c'est vécu comme une profonde injustice. Moi, j'arrive pas à comprendre. On dirait qu'on m'a tiré, qui te tire dessus. Je suis en train de péter un câble. Franchement, des fois, je parle tout seul. Des fois, même dormir, j'arrive pas à dormir. Je suis à bout. Il vous reste... vous avez de la famille au Maroc? Ah non, j'ai pas de famille. Et vous étiez pas retourné depuis combien de temps? Ça fait déjà 14 ans que je suis pas retourné. Depuis 2010, je suis plus retourné. Voilà. Merci. On est souvent très démunis en fin d'entretien parce que d'une part, en fait, même quand on leur explique que juridiquement... elles ne pourront pas être expulsées tant qu'elles n'ont pas vu le juge administratif notamment. On sait qu'en fait, il y a des expulsions illégales. On est aussi soumis à énormément de demandes qui ne relèvent pas de l'aide juridique en fait. Parce qu'on est les seuls interlocuteurs qui sont à l'écoute de ce qu'ils ont à nous dire en fait. Et souvent, on n'est pas capable en fait, d'apporter une réponse à ce qu'ils nous demandent. La rétention, ça peut aller jusqu'à 90 jours. Les perspectives de libération, plus on avance dans le temps, plus elles sont faibles. Je me rappelle d'un monsieur qui me dit « je suis réfugié en France ». Donc nous, on se dit une personne réfugiée, elle ne peut pas être expulsée en fait. Donc il faut juste qu'on trouve la preuve qu'il est réfugié, il va être libéré. On trouve la preuve qu'il est réfugié, la préfecture ne le libère pas. Et en fait, ce monsieur, il a commencé une grève de la faim. Moi, je me suis dit, il va finir par s'évanouir, enfin mourir dans nos bureaux, quoi. Il n'arrivait plus à respirer, il n'arrivait plus à parler. Il venait nous voir tous les jours, les yeux mais pleins de larmes, en nous disant, mais aidez-moi, aidez-moi. Et en fait, on n'avait plus d'outils parce que, en fait, même l'outil ultime qui était cette déclaration de statut de réfugié qui aurait dû entraîner sa libération dans la minute. Même ça ne fonctionnait plus en fait. Donc il y a cette impuissance de se dire, mais en fait, même quand on a toutes les cartes en main, à partir du moment où l'État décide de ne pas respecter l'état de droit, il y a un moment où on peut pas faire plus. On est bloqué, quoi. C'est à quelle heure votre vol demain, monsieur? Demain, ça matin sera à 15h. Okay. Je pars d'ici à midi. Ok. On pensera à vous. Ouais. C'est long ou pas, vous savez? Le vol, ouais. C'est 10h. 10h, ok. Bon. 10h, après... Même là-bas, il y a des problèmes. Ouais, ça vous stresse. Ouais. Ma famille aussi, ils sont là, ils sont en mode panique. Ouais. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que ça va s'arriver. Ouais, bien sûr. Parce que là-bas, ils disent qu'il n'y a pas de guerre, mais croyez-moi, il y a toujours... Bon, on espère que ça va aller. J'espère vraiment. Toutes les démarches que vous avez faites, je vous remercie. Non, mais c'est normal, ça m'a touché énormément et vous avez un grand cœur, vous tous, la CIMAD, franchement, je vous remercie.
C'est normal, monsieur, c'est Heureusement, notre vous travail. êtes là pour nous, quoi. Bon courage, monsieur. Merci, Serre madame. la main. Adieu, quoi. Ben, prenez soin de vous, sincèrement, et Moi aussi. doutez jamais de votre force de caractère. Moi aussi. Ok. Si on sait jamais si vous passez au Sri Lanka. Bah écoutez, Avec plaisir. ouais, on croit en vous. Ouais, y a pas de souci. Merci, Bon courage, madame. monsieur, prenez soin de vous. Au revoir. C'est horrible, mais je crois qu'on s'est... C'est pas qu'on s'habitue, mais j'ai l'impression de dire toujours oh, cette personne-là, elle a une situation familiale, elle a des enfants. Le nombre de fois où j'ai dit s'il est expulsé, je démissionne. Bon, voilà, j'ai jamais démissionné, quoi. C'est difficile, on se sent impuissant et en fait, oui, on sait pas quoi dire. Moi, j'avais eu un monsieur, je me rappelle, il est rentré dans mon bureau, il s'est assis, on savait qu'il avait son vol le lendemain matin, on s'est même pas parlé, on s'est regardé comme ça pendant 5 minutes, avec les larmes qui coulaient, quoi, et voilà, il est sorti de mon bureau, au revoir. C'est très étrange ces moments-là, en fait, quand on doit dire au revoir aux gens, quand on a tout essayé, et que juridiquement, on a l'impression qu'il y a vraiment des injustices, parfois ces éloignements, ouais, c'est des échecs aussi. Et en même temps, je pense que c'est nécessaire de pouvoir aussi cloisonner un peu. Enfin, je pense que pour pouvoir apporter une aide effective, il faut se concentrer sur les personnes qui sont encore là et qu'on peut encore aider, quoi. Sinon, on ne tient pas dans ce travail. Alors, le 31 décembre 2024, l'action de la CIMAD au sein du CRA du Ménil-Amelot prend fin. Cette décision est politique. Le CRA du Ménil-Amelot, plus gros de France, est un laboratoire des politiques racistes et illégales d'exclusion. Les conditions de vie au CRA sont inhumaines et dégradantes, recours abusif à l'isolement, locaux insalubres, repas en quantité insuffisante, eau contaminée, chambres sans chauffage, prise en charge médicale insuffisante. On a décidé de partir du CRA du Ménil le 31 décembre 2024 parce que les conditions d'intervention ne nous convenaient plus et on était en désaccord profond avec les politiques migratoires du gouvernement. Moi, personnellement, en tout cas, j'avais l'impression de ne plus servir à grand-chose, de ne plus avoir de marge de manœuvre. Et j'avais plus l'impression de faire du théâtre, en fait, en arrivant au boulot le matin. J'avais l'impression d'expliquer aux gens « on va faire un recours, ça va être super », alors que je savais très bien que la plupart du temps, ça marchait pas. Donc voilà, j'avais plus l'impression d'être une caution pour que voilà, l'État puisse se rassurer en disant « il y a des assos en centre de rétention, c'est super, elles font respecter les droits des personnes », mais c'était plus vraiment le... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, c'était plus vraiment la réalité de notre boulot. Donc, c'est pour ça que, en tout cas, personnellement, je trouvais que c'était une bonne idée de s'en aller. Moi, j'étais pas pour sortir du centre de rétention parce que j'estime que même si les conditions sont assez déplorables au Ménil-Amelot, c'est le cas dans l'intégralité des centres de rétention en France. Et que justement le Ménil-Amelot sert un peu de laboratoire des politiques migratoires de France et je trouve que c'était intéressant de pouvoir avoir un pied directement au Ménil pour se confronter aux expérimentations administratives. En gros, c'est on abandonne le navire parce qu'on n'a pas réussi à faire mieux, quoi. Si on n'arrive pas à faire mieux, est-ce que quelqu'un d'autre le fera ? Enfin, je veux dire, ce que je me disais en fait en partant en fait d'un point, enfin sur le suivi individuel, en fait, les autres associations feront la même chose. Moi, je me dis, je paniquerais si j'étais à la place des retenus en disant, bah alors en fait, la situation est telle que plus personne veut lutter, quoi. Donc, du coup, ça fait flipper. C'est quand même important d'être à l'intérieur et d'énoncer ce qui se passe, en fait. Parce que c'est quand même une zone de non-droit et finalement, assez peu de gens connaissent l'existence des CRA et en fait savent ce qui s'y passe. C'est assez dramatique ce qui s'y passe. À suivre sur Arte Radio. Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. Bonjour. C'est moi le chef. C'est moi le chef. C'est quoi? Non, pas encore. Dans 5 minutes. Soit tu fais un truc, tu viens, tu me sors de trucs, soit tu fais un truc, soit, bah alors ferme ta gueule et va dans ta zone. Soit tu fais un truc, soit tu fermes ta gueule. On est les seuls témoins en fait dans les centres de rétention de ce qui se passe. Voilà, c'est tout. Ok. Alors maintenant tu sors. Si tu vas sortir.
Dans le CRA, il y a des caméras, mais pas partout. Donc il y a des lieux clairement de non-droit, dans ce lieu déjà de non-droit. Dernier recours. Une série documentaire de Noé Pignède, réalisée par Samuel Hirsch. Épisode 2, le CRA, c'est pire que la prison. Nos bureaux de la CIMAD, ils se trouvent dans un couloir qu'on appelle le couloir administratif, dans lequel les retenus ont accès à l'OFI, la CIMAD, le service médical. Ce couloir-là, il n'est pas en accès libre pour les retenus. Il y a un filtrage qui est opéré par les services de police que nous, on ne peut pas maîtriser. Et nous, on ne se rend pas en cellule, on ne se rend pas dans la cour, on reste dans nos bureaux et c'est les retenus qui doivent venir à nous. Assez régulièrement, il y a des violences policières qui sont exercées à l'encontre des retenus. Il se passe quoi? En fait, il y a bagarre. Ah, ok. Pour les retenus, c'est vraiment des humiliations au quotidien. Monsieur Keïta? Je me rappelle d'un policier qui avait dit à un retenu pendant la pause repas, il lui avait posé son plateau, il lui avait dit « T'as pas honte de bouffer mes impôts ?» Et le retenu était arrivé dans le bureau en furie, il m'avait dit « Imprimez mes feuilles d'imposition, imprimez mes feuilles d'imposition !» Enfin, voilà, il y a ce truc vraiment d'humiliation constante par les policiers. Je dis pas par tous, mais quand même par une grande partie. Et voilà, c'est ça, rentrer au CRA, quoi. J'ai envie d'aller voir, non? Mais je me dis qu'après, on se va enfin... Mais c'est juste que la dernière fois que j'ai fait ça, en fait, les flics sont arrivés derrière pour foutre des coups de criminels. Ah oui. Alors, qui sont les policiers qui sont dans les centres de rétention? En fait, c'est des gardiens de la paix. Ils font pas ça par vocation, en fait. Enfin, je suppose que quand on essaye d'intégrer l'école de police, on se dit pas qu'on va aller faire du maintien de l'ordre dans un centre de rétention, tenir les murs, ouvrir les portes. Hé, madame, le Renoir, il est frappé à un mec, il est handicapé, là, il est malade. Eh non, il parlait avec le mec, il m'a dit, il est sorti ma mère. Elle est frappé le mec, regarde madame, il est pas de l'épi. Quand il parlait avec lui, il est sauté ma mère, le fils de pute. Le mec, il est sorti juste pour le mec là-bas. Il a fait rien, lui. Pourquoi il est pas ramené le Renoir là? Et la police, il est contre nous. Pourquoi? Quand même, il n'est pas des animaux, il y a des droits là. Ce sont pas des surveillants de prison, ce sont des policiers qui sont armés. Alors même que les personnes sont pas condamnées, sont pas des délinquantes, etc. Enfin, c'est assez impressionnant en fait, le déferlement de violence parfois. On voit il y a énormément d'effectifs policiers dans le centre de rétention. Ils ont des gilets pare-balles, ils sont armés, ils ne mettent pas leur caméra piéton. Et chaque fois qu'en fait on a informé, quand on fait des plaintes, donc on informe le procureur et aussi le défenseur des droits, qui en général demandent les enregistrements vidéo qui sont censés avoir été effectués. Systématiquement on nous dit qu'il y avait une panne à ce moment-là, que telle caméra fonctionnait pas. Donc c'est très très difficile de documenter ces violences policières. La police, en vrai, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, ils font ce qu'ils veulent, et puis après, c'est votre parole contre celle des flics. Ouais. C'est bien pour ça que j'ai demandé la vidéo. Parce ouais. Que la vidéo, il n'y a pas de parole, c'est de la vision. Bah oui. Ouais. Il y a beaucoup de plaintes qui sont déposées par les retenus, par notre intermédiaire souvent. Et en fait, ces plaintes, la plupart du temps, sont classées sans suite. Les policiers, ils le savent très bien que les plaintes, elles aboutissent pas et que... Enfin, moi, un samedi, j'étais toute seule. J'ai vu un policier éclater le crâne d'un retenu contre un mur, mais j'ai hurlé, j'ai jamais hurlé comme ça de ma vie. Il lui a éclaté le crâne à plusieurs reprises, mais avec une violence. Et en fait, quand il a vu que je l'avais vu, il s'est retourné, il a ri. Et voilà. Ils le savent très bien qu'en fait, ils n'auront pas de représailles. Déjà, les retenus n'osent pas toujours porter plainte. Par exemple, ce monsieur-là, j'ai jamais su qui c'était parce qu'il était de dos. Et il n'est jamais venu nous voir en disant « j'ai envie de porter plainte ». Parce qu'ils savent très bien aussi que s'ils portent plainte, le reste de leur rétention risque d'être très compliqué. Très rapidement, en fait, le policier incriminé va déposer une plainte contre le retenu qui avait porté plainte en disant qu'en fait, il y avait eu outrage, rébellion, etc. Et au final, ces plaintes déposées par les policiers, là, ont des suites, en fait. Il y a des poursuites. Le CRA du Mesnil-Amelot, je pense qu'on peut aussi dire que c'est peut-être un des centres de rétention dans lequel il y a peut-être le plus de violences policières qui sont exercées.
Ça a un impact aussi sur le nombre d'expulsions qui sont effectives, en fait, parce que les personnes sont menacées. C'est un recours à l'isolement qui est assez extrême et qui est totalement illégal pour être sûr que les personnes ne puissent pas faire échec à leur éloignement. Et on sait très bien qu'en fait, les personnes sont mises sous contention, sont bâillonnées, sont menottées, pour être placées dans les vols et pour être sûr qu'en fait, elles ne s'opposent pas à leur éloignement. Bonjour, du coup je suis Hicham, je suis en France depuis 1998. On m'a mis une OQTF depuis le 5 mars 2024. Depuis ça, personnellement c'est la descente aux enfers. On m'a ramené à l'aéroport pour m'expulser de la France. Mon premier vol de ma vie, sans mon autorisation bien sûr. Et en fait, au bout de 3 semaines, 1 mois en CRA, à subir des violences quasiment quotidiennes, des conditions de rétention qui sont absolument indignes, les personnes parfois viennent dans notre bureau et nous disent « En fait, je veux repartir, j'en peux plus ». Le retenu qui était réfugié en France, lui, il a fini par faire une demande de retour. Donc il était en grève de la faim là, à ce moment-là, depuis, je pense, 15 jours. Il était en train de mourir, en fait. Et comme absolument rien n'était fait, il m'a dit « Je préfère rentrer et qu'on me tue au Sri Lanka plutôt que de rester enfermé dans cet endroit. » Il y avait un groupe de policiers qui voulaient s'en prendre à moi. Pourquoi ? Parce que je voulais aller voir la CIMAD. Parce que je voulais aller voir l'infirmerie. Et que ça ne lui a pas plu que je lui parle d'une certaine manière. Au Ménil-Amelot, on sait que c'est en salle de fouille, en fait, où il n'y a pas de caméra, que là, il y a des violences qui sont exercées. On a eu plusieurs retenues qui ont déposé plainte parce qu'en fait, elle s'était fait... elle est insultée, puis ensuite elle est poussée, et puis on lui fait une clé de bras, et puis un coup de coude, et puis voilà, des retenues qui sont mis par terre, qui sont tabassés. Il m'a poussé. Je l'ai très mal piré. Il n'a pas le droit de me pousser. La première fois, je ne lui ai rien dit. Il m'a poussé une seconde fois. Comme il a vu que je me défendais, il a appelé ses petits camarades. Il voulait m'encercler. Ils attendaient qu'une virgule de ma part pour m'amener sur le côté, dans une pièce sans caméra. Le centre de rétention, c'est également un lieu qui crée de la violence entre les retenus, parce que c'est un environnement qui est extrêmement anxiogène, avec de la précarité. Et cette violence, elle est induite par le lieu en lui-même, parce que les policiers, ils laissent quand même globalement beaucoup faire les violences entre retenus. On était témoins de beaucoup de violences policières à l'intérieur du centre de rétention et on voyait bien qu'on était complètement impuissants face à ça. Moi, j'avais l'impression de servir à rien et j'avais presque l'impression parfois d'être complice, en fait, d'être témoin de ces choses-là et de juste rien pouvoir faire. Et ouais, il y a presque cette notion de complicité, en fait, à la fin. Donc au final, notre dernier recours, ça participe de la décision de partir, quoi. On sort du CRA, pas pour eux, hein. On sort du CRA pour nous. Hein. Oui, mais dans ces cas-là, c'est à l'extérieur. Voilà, c'est à l'extérieur de l'expliquer. C'est au ministère, c'est au public, etc. Mais c'est les faits, quoi. J'ai l'impression qu'on fait ça pour nous plus que pour eux. Pour moi aussi, c'est. Je comprends qu'il faut assumer notre Et c'est ce qu'on disait sur le non-événement, mais pour eux, c'est un non-événement, tu vois. Donc, en fait, pourquoi en faire un événement ? C'est justement, on part en disant, vous inquiétez pas, là, clairement, ça devient un non-événement qu'on s'en aille. Justement, il faut qu'on crée l'événement, en fait. Mais pourquoi pas pour eux, en fait. Pourquoi pas pour eux ? Quand t'es enfermé, il vaut mieux avoir, un peu de sécurité à l'intérieur de ce truc. Oui, mais en même temps, la sécurité, on ne sait pas. Laisse parler pour eux, sans tellement savoir. Comment ? Oui. On a tout le monde ? Oui, on a tout le monde. L'équipe est là, oui. Nique vous merde. Je sais pas ce qui s'est passé ce matin, il y a eu encore des bagarres. Tous les matins, il y a au moins une bagarre. Ça criait et tout. Vous entendez pas, vous, d'ici ? Non, le seul truc qui nous donne un indice, c'est quand parfois on voit des policiers qui se mettent à courir. Il y en a 15 qui se mettent à courir. Vous êtes au courant qu'il y en a ? Ils ont trouvé des armes ici ? Quoi ? Ah, vous êtes pas au courant ? Non. Le CRA fabrique des délinquants, et je pense volontairement, en fait. Pour ceux qui n'avaient pas de pédigré pénal, ça permet d'en créer un.
ça justifie les expulsions en fait. Il y a des personnes qui arrivent au CRA, qui n'ont jamais fait une garde à vue, jamais commis d'infraction, et en fait, à cause de la violence, des provocations constantes de la police, finissent par craquer. Alors pas forcément craquer en étant hyper violent, mais parfois ça va être de répondre à un policier un peu plus fort que d'habitude, et du coup de se retrouver avec des plaintes pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Oula. Ah, je suis occupée. Attendez, je vais aller voir. Oui. Je comprends, monsieur, mais c'est vrai que vous racontez. Ça fait 1 heure, je vois que vous parlez toujours avec les mêmes personnes. Je suis en train de faire mon travail, je peux pas aller chez vous. Je comprends que c'est énervant d'attendre, monsieur, mais... Monsieur, j'ai un recours à écrire. Je sais, monsieur, mais si c'était à votre place, je prendrais le même temps que vous. Ah, moi, je ne prendrais pas tout ce qu'on pourrait. Bah, si j'avais un recours à écrire pour vous, je pense que oui. Ça se passera pas. Ok. Je ne veux pas écrire public. Je m'exprime bien. Oui, monsieur, c'est pas la question. Oui, mais moi, je vous réponds aussi. Vous comprenez? Voilà, mais je pense à vous, vous doutez bien. J'écris un recours, monsieur, je ne peux pas aller plus vite. Voilà. C'est pas grave, monsieur. Je comprends. Ok. Alors, on va juste finir le recours, comme ça on va le signer. La différence avec la prison, c'est qu'en fait, le destin d'une personne incarcérée, en fait, il est connu. À terme, quand la personne aura effectué sa peine, elle sait qu'elle sortira, qu'elle sera libre. En rétention, en fait, les personnes ne savent pas si elles vont être expulsées, si elles vont être libérées. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête à mes enfants. Ça fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles, je ne les ai pas vus, rien. Donc je ne sais pas, et moi ça me tue, ça me bouffe. Ouais, j'ai beaucoup maigri et tout, j'arrive pas à manger, j'arrive pas à dormir, tout, j'arrive pas à rien faire. Qu'est-ce que je fais là? Comment ça se fait que je me retrouve là? Je comprends pas. Ça fait 30 ans que vous avez toujours eu des titres de séjour en plus. Toujours. Vous n'aviez pas en tête que vous pouviez être amené au centre de rétention? Jamais. Jamais j'aurais pris ça. Je travaille, j'ai une situation, j'ai une maison et tout. Je comprends pas. C'est injuste. J'aurais préféré rester en prison que d'être ici, je vous jure. La plupart des personnes enfermées au CRA, en fait, elles n'ont pas commis d'infraction, et même celles qui en ont commis, elles ont payé leur dette à la société puisqu'elles ont purgé leur peine en prison. Et donc, quand on est étranger, il y a cette notion de double peine. Moi, j'avais eu un monsieur et il était traumatisé parce que, lui, il avait travaillé, il avait passé des diplômes en prison, et en fait, c'était juste avant Noël, il avait acheté des cadeaux de Noël pour ses enfants, et pendant 2 semaines, il était en boucle là-dessus. Il me disait, mais j'ai acheté les cadeaux de Noël, je devais leur donner le jour de ma sortie, parce qu'il devait sortir le 26 décembre. Ce monsieur, il a été expulsé en Tunisie, et je sais pas ce qu'il est devenu, j'y pense encore super souvent à ce retenu, et je me demande ce qu'il est devenu. Et voilà, du coup, il a jamais revu ses enfants, en fait. Quand vous faites du bien à une personne, Dieu vous rendra C'est ça. 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois. Allez, on espère. Hein. Merci. Merci. Thank you, vraiment, c'est gentil. C'est normal. Vraiment, je suis content. Est-ce que j'ai le droit de redire encore une fois, si lui il sort pas au théâtre, je démissionne? Ouais, t'as le droit. De toute façon, c'est viré. Toute sa famille est naturalisée française. Ouais. Ses parents sont naturalisés, ses frères et sœurs. Il est français, le mec. Bah, il devrait être français. Ouais. Voilà, et il a fait un petit peu de prison mais pour des vols. Il est français en fait, c'est juste qu'il est pas français sur les papiers. Bah voilà, mais c'est typique le gars qui est victime de la loi Darmanin, quoi. Bah c'est ça. Il y a des personnes avant qui ne pouvaient pas faire l'objet d'OQTF. Il y avait des catégories qui étaient protégées contre l'éloignement. Donc par exemple, les personnes qui étaient arrivées en France avant l'âge de 13 ans, les parents d'enfants français, voilà, globalement toutes les personnes qui avaient une vie privée familiale très ancrée sur le territoire français. Et c'est des personnes qu'on voit arriver de manière vraiment massive dans le centre de rétention. Alors le système est totalement absurde. 10 ans, régulariser massivement, ça créerait un appel d'air, mais en fait, il a été démontré qu'en fait, la théorie de l'appel d'air, elle ne fonctionne pas, ça n'existe pas. Donc, et la France est le pays qui délivre le plus d'OQTF dans l'Union européenne. Donc il y aurait possibilité de faire autrement. C'est juste pour répondre à une politique de chiffres et pour faire plaisir, je pense, à la fachosphère. En tout cas, voilà, démontrer qu'ils ont une politique migratoire très stricte. Je pense qu'on sort du Ménil pour des mauvaises raisons. Par ailleurs, en fait, je crois que je suis contente de partir.
Parce que là, enfin je sais pas, ça a brillé là pendant que j'étais en vacances. Non, ça a brillé depuis la rentrée en fait. Depuis les sorties de Retailleau, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Ouais, peut-être. Comme s'il y avait un peu un sentiment d'impunité, de ça y est, on tape dessus. On se fait marcher dessus de façon générale par absolument tout le monde. Est-ce qu'on sort pas pour les bonnes raisons du coup, tu vois, je me dis. En fait, si ça part en couille à ce point-là, enfin, comment dire, est-ce que c'est pas inévitable du coup qu'on sorte Parce qu'en fait on refuse de travailler avec ce gouvernement. Ouais, c'est enfin, ça. je veux dire, moi je trouve ça inadmissible d'accepter de bosser avec. Enfin, je veux dire, c'est un marché public, c'est le ministère de l'Intérieur en fait qui recrute des assos. C'est hors de question de bosser avec un type pareil. Il a commencé à taper sur les assos et tout. Effectivement, peut-être que du coup là ils se disent allez, enfin tu vois, on va commencer à vraiment exercer notre faculté à nuire à l'asso qui est présente et ils le font pas comme Énil. Du coup, pourquoi est-ce qu'on sortirait que d'ici? Ma sensation, c'est que c'est de la pure démagogie, en fait. C'est du discours, voilà, on expulse les étrangers, mais en fait, si on va au fond du problème, pourquoi on les expulse, en fait Ça casse des parcours, ça casse des vies, des familles. Enfin, c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais c'est ce qu'on voyait, nous, au quotidien. Des personnes qui, en fait, aimeraient travailler, qui peuvent pas. Ça crée juste de la violence, je crois. C'est inutile, ça coûte des millions. Ces politiques d'expulsion, ça brise des vies, ouais. À suivre sur Arte Radio. Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. Il fait un état de suicide ici. Les gens ils meurent ici. Les gens ils meurent ici pour rien. Dans les centres de rétention, on a énormément de personnes qui ont des pathologies psychiatriques lourdes. Et le suivi psychiatrique dans les CRA, il est quasi inexistant. Dernier recours. Une série documentaire de Noé Pignède, réalisée par Samuel Hirsch. Épisode 3. Le CRA, ça rend fou. Il n'y a pas de psychologue, déjà. Et le psychiatre, alors au Ménil-Amelot, il y en a un, mais il est là très rarement. Et il y en a un qui vient une journée par semaine pour 240 places maximum. Donc on se rend bien compte que c'est pas possible de mettre en place un suivi psychiatrique sérieux. Et plus la durée de rétention s'allonge, plus on a des personnes qui sont en rupture de soins. Et ça crée des situations sanitaires qui sont catastrophiques, en fait. Ils veulent juste donner des médicaments, mais les médicaments qu'ils donnent, moi, j'ai même pas confiance dans leurs médicaments parce que pour une personne qui est malade, il n'y a pas de suivi vraiment. Le centre de rétention et les conditions d'enfermement, ça mène souvent à des tentatives de suicide. La dernière fois, il y a un Haïtien qui a failli se tuer ici, là. On a essayé de le sauver vers 21h. Dieu merci, il n'est pas mort, mais il a des traces de corde sur lui. Et hier, il y a un Égyptien qui s'est suicidé. Alors. On a des gens qui sont suivis par des psychiatres et qui du jour au lendemain sont placés au CRA avec plus de suivi psychiatrique. Et là, c'est dramatique. Franchement, il faut qu'ils trouvent une solution à tout ça, quoi. En plus, quand j'entends que le ministre de l'Intérieur, il veut faire à des 110 jours. Ah non, mais il faut qu'il pense que des 110 jours, ça fait 7 mois, quoi. 7 mois, c'est trop pour garder les gens. Le ministre de l'Intérieur actuel, Bruno Retailleau, il a parlé récemment d'allonger la durée de rétention à 210 jours. Mais sauf qu'on voit pas vraiment comment c'est tenable quand on voit les répercussions, notamment psychologiques, sur les personnes qui sont enfermées actuellement maximum 3 mois. On a des personnes qui sont schizophrènes, psychotiques. On a eu une personne qui a été placée, qui avait un cancer en phase terminale. On a des personnes qui sont atteintes du VIH, des hépatites, aussi beaucoup de maladies qui sont induites par les situations d'errance et il y a une absence de prise en charge, notamment du fait de l'irrégularité du séjour et la difficulté à être soigné quand on n'a pas de papier.
On a beaucoup de personnes qui nous font part de leur volonté de mettre fin à leur jour. Il est inconscient là Là, il est totalement... Il respire pas Alors nous, on n'est pas du tout formés en fait pour accueillir et recueillir ce type de témoignages. Donc en fait, quand quelqu'un réitère souvent ce genre de déclaration, on se dit, des fois on y va le matin en se disant j'espère qu'il ne s'est rien passé dans la nuit, voilà. Moi je sais pas qui c'est. Ah, mais c'est pas le monsieur Diallo de Marie? Si. Mais je pense que c'est lui. Ah, le petit qu'elle connaissait. Ah ouais, non. C'est le petit qui était mineur, qu'elle avait suivi quand il était mineur. Ouais. Marie, ça va être Lucille. Bah, on n'est pas obligé de lui dire. Non, je suis pas sûre parce qu'elle était très très stressée justement qu'il lui arrive quelque chose parce que depuis qu'il est dans le centre, elle avait fait des signalements de vulnérabilité. Il a manifesté des idées suicidaires à plusieurs reprises. On était un peu paralysés parce qu'en fait, à la fois c'est pas notre rôle d'appeler les pompiers, on n'a pas le droit de le faire, c'est les policiers qui sont censés le faire. Mais en même temps, on a toujours cette inquiétude parce qu'en fait c'est dur de leur faire confiance. C'est pas notre rôle d'agir et en même temps on se demande si les choses vont être faites pour sauver la personne, quoi. Quelle horreur. Putain. Oui, il l'emmène où là? J'aimerais bien savoir. À l'isolement? Je pense vraiment qu'il l'hospitalise là. Ouais. Là, il n'y a pas eu l'ombre d'un massage cardiaque fait par les flics. Non. Ni même de. Oui, complètement. Mais parce qu'ils s'en foutent. J'ai pas l'impression que ça les ait traumatisés. Déjà, on les a vus courir, ils étaient morts de rire. On a quand même beaucoup de récits où c'est les retenus eux-mêmes qui sauvent les personnes qui tentent de mettre fin à leur jour. Le nombre de retenus qui nous ont rapporté avoir décroché les personnes qui sont avec elles dans leur chambre ou... Ah si je tiens, si je suis là encore aujourd'hui en train même de vous parler tout ça, c'est parce que j'ai mes 2 enfants. Mais sinon quoi, moi je ne serais pas là en train de vous parler parce que j'ai un souci depuis longtemps. J'ai eu plusieurs tentatives mais j'ai pas réussi à le faire pour mes enfants. Mais sinon je voulais tout arrêter moi. On se sent totalement impuissant en fait, parce qu'on a beaucoup de mal dans le cas de pathologie psy. Parfois en fait on a même du mal à juste entrer en communication avec la personne en fait. C'est extrêmement frustrant. Si ça va pas, si vous sentez que vous avez... Déjà il faut venir nous le dire. Je viens de vous voir, Ouais. je peux venir ici pour en parler. Ouais. Mais après, si vous sentez que l'angoisse elle est trop... Il y a des pensées qui vous font peur ou quoi, il faut pas rester tout seul avec. Nous on n'est pas médecin, mais par contre on peut essayer de trouver des solutions, essayer de... Les personnes qui sont malades et qui sont placées en centre de rétention, notamment il y a beaucoup de personnes qui devraient faire l'objet de soins. Finalement, tout le monde se dit bah non, c'est beaucoup trop de paperasse, il vaut mieux les laisser en rétention, dans le but qu'ils soient expulsés rapidement et c'est plus notre problème en fait. Je suis arrivé ici, c'était pas une question de papier. C'est une question de que ces gens, ils ont voulu me tuer. Ils m'ont violé, ils m'ont fait toutes sortes de choses. Ils m'ont ramené dans des endroits où je peux pas expliquer. Il a mis 2 jours à me faire des injections. Où ça? Quand vous étiez ici? À l'hôpital. À l'hôpital. C'est un policier qui vous a fait des injections? C'est un policier. Et ces infirmières, ils étaient tous au courant, ils regardaient tous. Et même ils me tenaient. Me garder dans une chambre, me torturer. Ensuite, me prendre de l'hôpital, partir avec moi de l'hôpital, aller me livrer à, je sais pas, quelqu'un dans la brousse qui reste combien de temps, je sais pas ce que ces gens ils ont fait avec moi. Après, revenir me chercher, après repasser à l'hôpital, faire semblant, après venir me déposer ici. Mais ils m'ont jeté des choses qui vont me tuer. Je sais que je vivrai pas longtemps. Ouais, je sais, qu'ils arrêtent pas, qu'ils se foutent pas de ma gueule, puis en gros, tu sors d'ici, ouais, et puis va crever ailleurs comme un chien. Est-ce que le médecin il vous donne des médicaments ici ou pas? Il ne me donne pas de médicaments. Il vous donne pas de médicaments. Moi en tout cas monsieur, je pense que peut-être justement s'il se passe tout ça là dans le centre de rétention, ça serait peut-être bien de sortir d'ici. Vous savez, ces gens ils m'ont ramené dans des endroits diaboliques. Comme je vous ai dit, diabolique, satanique. Il a un niveau de dépression qui est assez sévère, lui. Hein. Et un niveau de persécution aussi assez sévère. On renvoie des personnes qui sont potentiellement dangereuses dans leur pays d'origine, où on sait qu'en plus elles ne seront pas soignées, alors qu'en fait en France elles pourraient faire l'objet de soins et elles pourraient du coup ne pas être dangereuses en fait. Et puis c'est une question de dignité humaine. Quelqu'un qui a besoin de soins, on est censé le soigner, on n'est pas censé l'emprisonner et l'expulser. C'est la loi. Je m'appelle Damien, je suis Nigeria. Ça fait plus que 10 ans que j'habite en France. Aujourd'hui, je suis enfermé au centre. Vous avez été diagnostiqué schizophrène, paranoïde? Oui.
Depuis que vous êtes arrivé dans le centre de rétention, vous n'avez pas vu le médecin et donc vous n'avez pas vos médicaments depuis une semaine. Oui, c'est ça. Et je dois voir le médecin pour essayer de trouver si je peux être hospitalisé. En fait, vous avez eu des titres de séjour avant parce que justement vous aviez besoin de soins en France et que le traitement, notamment contre la schizophrénie, il n'est pas disponible au Nigeria. Et c'est pour ça que vous avez eu un titre de séjour pour soins qui n'a pas été renouvelé. Et donc là, vous êtes stressé parce qu'en fait, là, ils veulent vous renvoyer au Nigeria et vous savez qu'en fait, vous ne pourrez pas être soigné correctement si vous retournez là-bas. Oui, c'est ça. L'administration n'a même pas pris en considération votre état de vulnérabilité, alors qu'ils ont l'obligation de faire ça pour pouvoir placer en rétention. Alors c'est sympa, le juge vous dit bon bah voilà, il faut voir le médecin, il faut peut-être vous faire hospitaliser, mais le juge considère que c'est pas grave, que la préfecture n'ait pas pris ça en considération. C'est quand même n'importe quoi. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Lundi? Non, demande c'est fini, là. demandez-les. Après, demandez-la. Bah, c'est pas nous, mais il y aura une autre association. L'autre, c'est bien quand, toi? On revient plus, c'est fini là. Fini. Ouais, on a enlevé les ordinateurs et tout là. Tout là? Ouais. J'ai l'impression d'avoir un peu abandonné, alors je sais pas si c'est les retenues, mais en tout cas la cause, quoi. Dire en fait, finalement, alors ouais, on faisait ce qu'on pouvait, c'était dans le cadre professionnel, on restait une asso. Souvent, on trouvait qu'on faisait pas assez, qu'on dénonçait pas assez, mais tout le travail de plaidoyer, de dénonciation, de demande de fermeture des CRA, de dénoncer les violences policières, etc., ça, j'ai un peu l'impression d'avoir personnellement abandonné la lutte. Allô ? Allô ? Tu m'entends ? Ouais, je réalise pas trop que c'est fini là, que c'est les dernières personnes qu'on voit. Et ouais, t'as l'impression que c'est une journée comme les autres, quoi. Bah ouais, mais d'autant plus que là, en fait, moi j'ai vu que des nouveaux, donc en fait, c'est pas... on discute pas trop de ça, parce que ça n'a pas vraiment de sens de dire aux gens que tu connais depuis 10 minutes que ben, ce sera plus toi demain, mais bon, en fait, ça change pas grand-chose pour eux, quoi. Après, bizarrement, les flics sont hyper gentils, là, depuis 2 jours. Ah ouais ? Ouais. Donc, peut-être parce qu'ils savent qu'on se casse, alors du coup, ils sont trop contents, quoi. C'est ça, ils ont gagné, donc ils savourent leur victoire. Après, je pense que pour eux, en vrai, ça change rien, tu vois. C'est juste d'autres casse-couilles qui vont venir, voilà. Ouais. Mais... d'autres chieurs. Ouais, voilà. Enfin, que le CRA, on le déteste, quoi. C'était le taf qui avait du sens, mais oui, en soi... Ouais. Je me disais l'autre fois, tu peux pas y aller sans autorisation. Donc tu vois, il y a ce truc de se dire, on pourra plus jamais rentrer dans le CRA. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ah ouais, bah ça, mets-les à tes pieds sinon. Là, ça sera Héloïse qui mettra à ses pieds. Bon, camarade. Ouais. Et ben... Bon réveillon. Ouais, bah vous aussi. J'espère que vous n'allez pas arriver trop tard. Si, On te dira, on te fera un petit message. Ouais. Ok, donc tu vas bien dormir ce soir ? Ouais, je viens dormir ce soir. Bon, t'auras fait la fête, donc tu penseras complètement à autre chose. Oui, bah là, j'ai pas envie de faire la fête, mais ouais. Je comprends. C'est bizarre. Moi, j'ai quand même un peu envie de boire de l'alcool. C'est vrai, moi aussi un peu. Ah, Je sais pourquoi je faisais ce travail en fait, mais clairement quand tu prends du recul sur ce qu'on fait, même si on a des victoires en fait, tu te rends compte que les personnes qu'on a aidées, qui ont été libérées, elles se retrouvent toujours dans la même situation. C'était limite un retour en arrière. C'est juste la rétention qui est annulée et pas la mesure d'expulsion. Et du coup, la personne se retrouve dans l'état exactement dans lequel elle était avant d'être placée en rétention. C'est-à-dire que là, n'importe quel contrôle d'identité dans la rue, en fait, c'est un retour au CRA, quoi. Allez, c'est une page qui se tourne. Ouais, et ben vous aussi, bisous. En partant, il y a eu un gros sentiment de culpabilité quand même qui s'est mêlé à d'autres, même si j'avais quand même la sensation qu'il y avait des raisons qui justifiaient notre départ. Il y avait une impression d'abandonner les gens. Les derniers jours
Les retenus, on leur a expliqué, en tout cas en leur disant que on partait parce qu'on n'avait plus vraiment de marge de manœuvre juridique et que du coup on avait la sensation d'être simplement là pour être une caution, pour que l'État puisse justifier de mettre en place de l'aide juridique dans les centres de rétention. Ils comprenaient les retenus, personne m'a fait de retour négatif, mais j'ai l'impression que parfois ils trouvaient ça un peu éloigné de leur réalité quotidienne, quoi. On était quand même là et que pour eux, je dis pas du tout que c'était suffisant, mais j'avais l'impression que c'était un peu décalé parfois, ces raisons un peu, qu'ils trouvaient ça un peu théorique en fait. Je les ai trouvés un peu perplexes en fait quand on leur expliquait ça. Moi, je me dis qu'ils avaient peut-être raison parce que je comprends plus maintenant, mais en fait, ce sentiment de alors ok, donc vous partez parce qu'en fait c'est la merde, vous trouvez que les conditions sont indignes et que vous dénoncez les illégalités perpétrées par les préfectures. Mais du coup, en fait, vous n'arrivez pas à faire mieux que juste sortir d'ici. Moi, je me dis, je paniquerais si j'étais à la place des retenus en disant, la situation est telle que plus personne veut lutter, quoi. Du coup, ça fait flipper. On décide d'entériner l'existence des CRA, quoi. On lutte plus, les CRA vont continuer d'exister, et les CRA nouvelle génération, ce sera encore pire, et puis il y aura de plus en plus de places, de plus en plus de personnes enfermées, de plus en plus de personnes expulsées. On sait le genre de choses affreuses qui peuvent se passer à l'intérieur. Mais on n'y est plus. Liberté! J'en ai marre! Ramenez-moi chez moi! Liberté!